Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au sommaire aujourd'hui, sa chaîne YouTube fait autorité en matière de vulgarisation historique. Le Moyen-Âge ou l'Égypte antique revue et corrigée, c'est avec l'influenceur Nota Bene et c'est à suivre. Notre enquêtrice de l'art, Jeanne Dreyfus, a toujours une idée derrière la tech. Jeanne, on va continuer l'exploration spatiale avec toi aujourd'hui. Et oui, et on va arriver à la conquête de l'espace aujourd'hui même. Oh bah c'est formidable, on attend vraiment, on attend. Surfer, cliquer, swiper, des gestes simples pour la plupart des utilisatrices et des utilisateurs numériques, sauf pour les personnes en situation de handicap. Plus de 70% des sites web ne leur sont pas accessibles. Alors comment faire pour que le numérique soit synonyme d'inclusion? On ouvre le dossier de l'accessibilité numérique aujourd'hui avec Marion Ranvier. Marion, vous êtes directrice de l'accessibilité numérique justement de Content Square. Content Square, c'est aussi une licorne, mais aussi une fondation qui s'est donnée pour mission de rendre le web accessible à toutes et tous. Bonjour. Bonjour Marjorie. Et en duplex avec nous également Manuel Pereira. Vous êtes le responsable du pôle accessibilité numérique de l'association Valentin AUI. Vous lancez un plaidoyer pour un numérique accessible et responsable avec 12 propositions à la clé. Vous nous en parlerez dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par Mila, son cofondateur et président François Vautron. Vous le verrez, c'est une start-up pour qui la musique et les neurosciences aident à lutter contre la dyslexie. Mais d'abord, c'est notre focus Techfluenceur. La vérité sur Robin des Bois ou pourquoi le Sphinx a perdu son nez. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'histoire sans jamais avoir osé le demander, ça pourrait être la devise du youtubeur Nota Bene. Édouard Degnaud vous explique pourquoi il faut suivre ce conteur d'histoire avec un grand H. Quoi de mieux que l'histoire pour nous faire voyager à travers le temps? C'est ce que Benjamin Briot, célèbre youtubeur, nous propose de faire à travers ses vidéos qui cartonnent sur les réseaux sociaux. En 2014, il crée la chaîne YouTube Nota Bene dédiée entièrement à l'histoire, mais pas n'importe laquelle, l'histoire avec un grand H. De Napoléon aux séries télévisées, en passant par l'origine du marteau de Thor, Nota Bene passe d'histoire mythologique à histoire contemporaine, et il nous immerge dans l'histoire des sociétés sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis à Paris, à l'hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde. Et l'hôtel de la Marine, c'est pas vraiment un hôtel où on passe la nuit, pas du tout même. C'est un bâtiment qui a été construit il y a 250 ans sous le règne de Louis XV et qui a vu passer beaucoup de choses. Du vol des joyaux de la couronne durant la Révolution à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, en passant par les personnages assez charismatiques qui l'ont dirigé. On va revenir ensemble sur l'histoire assez mémorable de l'hôtel de la Marine qui a rouvert en juin 2021 après 4 ans de travaux et de rénovation. Grâce au succès de sa centaine de vidéos, Nota Bene est désormais suivi par plus de 2 millions de followers sur YouTube et Facebook et il s'impose comme la chaîne numéro 1 de vulgarisation historique. À l'origine, créées pour tout le monde, ces vidéos ont un énorme succès chez les jeunes de 15 à 35 ans. Ces 2 dernières années de crise sanitaire ont eu un effet positif pour Nota Bene, puisque sa chaîne a connu un énorme boom. Vous l'aurez compris, ce youtubeur arrive à nous donner goût à l'histoire grâce à son ton à la fois ludique et passionnant. Rendre l'histoire accessible, Marion, c'est un peu un rêve, non? Oui, tout à fait, un vrai rêve. Et justement, tout de suite, on va rendre le numérique accessible. Débat. Permettre aux usagers et à tous les usagers surtout, sans discrimination, de comprendre, d'interagir, d'apporter leur contribution au service numérique, c'est la définition même de l'accessibilité numérique. Mais au-delà des mots, de quoi parle-t-on exactement? Parce que ça recouvre des situations très concrètes, Marion. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes dans le monde sont en situation de handicap et cela affecte en fait leur compréhension du web et la manière de naviguer en ligne. Et à contrario, 70% des contenus web ne sont pas accessibles. Donc après une période de pandémie, ça semble inacceptable de laisser 15% de la population de côté. Et l'accessibilité numérique aujourd'hui, c'est régi par des règles, des lois et des référentiels qui imposent de coder son site accessible en fonction de critères. Manuel Pereira, on vous rejoint justement en duplex et on ne va pas se mentir, ça a été un véritable exploit pour réussir à vous faire participer à cette émission par ce système de visioconférence parce que là aussi c'est du très concret, l'accessibilité numérique ça ne va pas encore de soi. Et non,
petites visioconférences sont pas encore tous bien accessibles et donc on est obligé de sélectionner parmi ceux qui sont les plus accessibles et aujourd'hui, celui qu'on utilise, il n'est pas le plus simple. La preuve par l'exemple, comme qui dirait. Marion, le numérique doit être donc synonyme d'inclusion et non d'exclusion, ça c'est une certitude, mais ça pourrait être aussi peut-être la maxime de la fondation que vous portez pour Content Square. Tout à fait, ce serait une très bonne maxime et nous on a une baseline de rendre donc le web accessible mais de mettre tout le monde égal face à un écran et pour ça je pense qu'il faut avoir une meilleure compréhension des handicaps que ce signifie un réel handicap au quotidien et que 80% des handicaps sont invisibles. Et justement, ces handicaps invisibles, on va en donner un aperçu tout de suite avec un sujet qui a été réalisé pour la Fondation Content Square. Je m'appelle Alix, j'ai 10 ans. Je suis Émeric Thomas, j'ai 30 ans, je suis chef de projet dans le digital. Je m'appelle Laurence, j'ai 40 ans, je suis chargée de mission emploi. Je m'appelle Michel et je suis ingénieur informaticien. Je m'appelle Margot, je suis en doctorat de sciences cognitives. Je m'appelle Maurice Matar Wehbi, je suis UX designer. Je m'appelle Xavier, je suis informaticien. Je suis dyslexique, je mélange les lettres. Jusqu'à un an, j'ai fait un AVC et à la suite de cet AVC, j'ai gardé une séquelle principale qui est visuelle et qui est une hémianopsie latérale homonyme. Je ne vois qu'à droite, j'ai perdu la vue gauche de chaque œil. Voilà. Je suis dyslexique et dyscalculique. J'ai toujours eu des problèmes de vision. J'étais très myope quand j'étais petit. Quand on vieillit, on perd une partie de la vision. Je suis hypermétrope. C'est une pathologie pour enfants, mais en fait, je ne vois pas de près. Je suis également sourd, adapter mon quotidien tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde porte un masque. J'ai vu mon pire cauchemar. J'ai un kératocone, qui est une dégénérescence de la cornée qui me trouble la vision. Et on le voit, ces personnes en situation de handicap, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être nous d'ailleurs sur ce plateau tout simplement. Concrètement, ces situations, elles se répètent au quotidien et on le voit ce chiffre, on le répète, 70% des contenus web, des sites web ne sont pas accessibles à ces publics. Tout à fait, ça se reproduit au quotidien et comme Manuel l'a démontré tout à l'heure, c'est une incapacité à interagir, à comprendre et à lire le contenu en ligne. Donc on se doit aujourd'hui de sensibiliser toutes les parties prenantes et notamment sensibiliser les marques parce que si on veut tendre vers un web accessible et inclusif, c'est vraiment l'affaire de tous. Et aujourd'hui, Emmanuel, en France, on dénombre 100 000 personnes aveugles et 1 600 000 personnes amblyopes. Ce sont des personnes malvoyantes. C'est un chiffre, évidemment, qui va exploser aussi avec le vieillissement de la population. C'est donc un combat qui nous concerne toutes et tous. Alors, absolument. Ce qu'il faut souligner quand même par rapport à tout ça, c'est que aujourd'hui, les personnes les plus impactées par les problèmes d'accessibilité sont les personnes aveugles. Puisque aujourd'hui, si les sites ne sont pas développés conformément aux recommandations qui existent au niveau international et national, eh bien, les personnes aveugles vont être celles qui vont pâtir le plus de cette problématique d'inaccessibilité. Et aujourd'hui, effectivement, on a 100 000 personnes aveugles en France et 1 600 000 personnes malvoyantes. Il y a une famille sur 5, une personne sur 5 en France qui est touchée de près ou de loin par l'inaccessibilité du web. Et vous venez justement avec la Fondation Valentin Haüy de lancer un plaidoyer pour l'accessibilité numérique, 12 propositions pour rendre accessibles les services en ligne aux personnes en situation de handicap et surtout faire du numérique responsable une opportunité pour toutes et tous. Parce que l'accessibilité, c'est avant tout une loi, celle du 11 février 2005. Pourquoi est-ce qu'on en est toujours au même point depuis 17 ans, Manuel ? Alors, la réponse qu'on peut faire, c'est parce que la loi n'a pas été respectée. On a une législation en France qui nous est enviée par beaucoup de pays étrangers avec des dispositifs qui ont été mis en place et qui sont très intéressants, sauf que depuis 2005, ils n'ont pas été respectés tant par l'administration, par les administrations,
que par le secteur privé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Marion parlait tout à l'heure de 70%, nous on estime à 90% le nombre des sites, le pourcentage de sites qui n'est pas accessible. Et aujourd'hui, on souhaite, nous, que la loi soit enfin respectée, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises, notamment avec l'instauration d'une véritable autorité de contrôle de l'accessibilité et une autorité qui soit à même d'appliquer les sanctions qu'on souhaite plus dures pour les structures qui ne respectent pas cette accessibilité, qui pénalise les personnes déficientes visuelles et qui les met en situation d'exclusion. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet pourrait être une porte et une solution extraordinaire pour des personnes en situation de handicap, et ça se transforme malheureusement très souvent en parcours du combattant et en perte d'autonomie. Et donc, nous avons mis en place et nous avons élaboré ce plaidoyer pour demander à l'État de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que cette loi soit appliquée, qu'elle soit respectée et qu'il y ait davantage de structures qui soient concernées également par cette loi. Et enfin, un aspect très important, c'est la formation. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui sortent des filières, des métiers du web, dans la plupart du temps, ils n'ont pratiquement jamais entendu parler d'accessibilité. Tout au plus, ils ont eu peut-être une sensibilisation, mais très souvent, ils n'en ont jamais entendu parler. Et ce qui fait que quand ils arrivent dans la vie active et qu'ils sont en phase d'application de ce qu'ils ont appris, eh bien, l'accessibilité n'est pas du tout prise en compte. Et on souhaite qu'il y ait véritablement des formations certifiantes qui intègrent l'accessibilité et qui soient proposées à toutes les personnes qui travaillent dans les métiers du web. Et on va revenir justement à cette importance cruciale de la formation dès l'apprentissage de son métier de développeur ou développeuse web ou même de designer UX par exemple. Mais d'abord Marion, encore une fois on entend les propos de Manuel, les propositions aussi de l'association Valentin AI. Comment est-ce que l'écosystème numérique français s'empare justement de cette question et pourquoi les choses n'ont pas bougé depuis 17 ans, depuis la promulgation de cette loi? Je pense que Manuel a totalement raison. Aujourd'hui, il faut faire bouger les lignes. Il y a bien sûr l'impératif légal. Je pense qu'il faut aussi le voir comme un impératif de citoyenneté et une fois encore, faire comprendre aux marques et les mettre en situation pour qu'elles comprennent quel est le parcours finalement d'une personne en situation de handicap au quotidien et les difficultés rencontrées. Et une fois qu'on a cette meilleure perception, meilleure compréhension, il sera plus facile d'inclure l'accessibilité en amont de la conception, le design inclusif aussi en amont de la conception. Et j'aime beaucoup à citer Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, qui dit que finalement le pouvoir du web réside dans l'universalité et que l'accès pour tous, quel que soit le handicap, eh ben, c'est essentiel. Et donc, je rejoins aussi Manuel sur la formation. Pour moi, c'est primordial et c'est une des premières actions de la Fondation Content Square aujourd'hui, c'est de former aussi bien les développeurs, les UX designers, mais aussi tous les cadres dirigeants à l'accessibilité numérique. Il faut avoir une sensibilisation, il faut avoir une compréhension de qu'est-ce que ça veut dire réellement. Oui, parce que ces enjeux de formation, c'est aussi un enjeu primordial. Parce que quelque part, c'est aussi une question de business et c'est une question de réduction des coûts. Plutôt que de rendre les sites accessibles, autant faire qu'ils soient accessibles dès le départ, Marion. Tout à fait. On réduira les coûts si on conçoit en amont accessible. Et je pense que l'aspect business est important aussi d'être souligné parce que le marché de l'accessibilité numérique, finalement, est aussi grand que la Chine. Donc, si les marques comprennent que grâce à un site accessible, elles peuvent potentiellement toucher une nouvelle audience et se diversifier, peut-être que ça leur permettra de faire bouger les lignes un petit peu plus rapidement. Manuel
justement, on a entendu l'importance évidemment de la formation et le fait de se dire que si le site est accessible dès le départ, c'est autant ça de gagner pour l'inclusion de toutes et tous. Mais justement, côté solution, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont immédiatement disponibles pour pouvoir accessibiliser les sites qui ne le sont pas encore? Non. Aujourd'hui, je réponds catégoriquement non. Ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des solutions de confort qu'on peut intégrer sur des sites internet et qui vont faciliter la vie de personnes dyslexiques ou autres, mais ces solutions ne sont concevables que si un travail préalable de mise en accessibilité des sites web a été réalisé. Et donc, faire croire aujourd'hui qu'en intégrant quelques lignes de code sur un site internet va permettre de le rendre accessible à 100% et notamment aux personnes en situation de handicap visuel, c'est un leurre contre lequel nous nous élevons en tant qu'association. Nous disons qu'il faut effectivement travailler bien en amont sur la mise en accessibilité pour ensuite ajouter ces solutions de confort qui peuvent là clairement faciliter la vie d'un certain nombre de personnes. Et on entend justement votre position, Emmanuel, et celle de l'association Valentin AI. Marion, encore une fois, je me retourne cette fois-ci vers la licorne Content Square et pas forcément vers la fondation. Est-ce que les entreprises entendent ce message ? Je pense qu'elles ont du mal à l'entendre parce que certains messages sont faussés, comme l'a dit Manuel, et moi je partage totalement son avis. Des plugins d'accessibilité peuvent amener un confort additionnel, mais ne fonctionnent que si le site a été codé accessible. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension de l'accessibilité numérique. Qu'est-ce que réellement l'accessibilité numérique ? Et donc potentiellement, on peut croire qu'un plugin et une ligne de code peut rendre le site entièrement accessible. C'est faux. L'accessibilité numérique, c'est beaucoup plus complexe et ça se corrige de par le code. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Content Square, moi, je dirige une équipe d'experts accessibilité qui vont auditer les sites et faire des recommandations pour que les marques puissent réellement corriger ces erreurs de par le code. Corriger ces erreurs par le code, pour une fois, les algorithmes et la ligne de code, justement, essaient d'apporter de l'inclusion au numérique. Merci infiniment, Manuel Pereira, d'avoir été avec nous pour témoigner de ces propositions de l'association Valentin AI pour les personnes aveugles et malvoyantes et justement essayer de rendre ce numérique accessible une bonne fois pour toutes. Merci d'avoir été avec nous, Manuel. Je vous en prie. Évidemment, Marion, vous restez avec nous parce que dans un instant, on va continuer à parler d'accessibilité, cette fois-ci envers les publics dyslexiques notamment et les enfants. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. C'est maintenant le principe du Zap, évidemment rassemblé par Cheryl, Jessica et Sengay. Press play again now. We taught you how to drive stick. You were full with it, love the way you full with it. And the way you motion in my lap, love the way you move with it. When I 人工智能创新应用新能区的建设，对接 AI 企业，打造全场景、沉浸式服务体验，聚集了大量人工智能企业的先进技术和高科技产品。
retour sur le plateau de l'École du futur. Nous sommes toujours en compagnie de Marion Ranvier pour la Fondation Content Square. Vous vous occupez d'accessibilité, accessibilité numérique, et c'est justement l'objet de cette émission aujourd'hui. Cette fois-ci, on est rejoint en duplex par François Vontron, le CEO et cofondateur de Mila. Vous allez tout savoir de cette start-up qui fait rimer neurosciences et musique pour notamment les publics dyslexiques. C'est la deuxième partie du débat. Et en France, on parle de 6 à 8% de troubles 10, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% dyspraxiques et 2% dysphasiques. Ce sont des chiffres qui sont fournis par la Fédération française des 10 parce que c'est justement de ces troubles d'apprentissage et troubles spécifiques cognitifs dont il va être question maintenant, notamment avec vous, François Vontron. Vous êtes donc le CEO et le fondateur de Mila. Mila, c'est une start-up dont les recherches s'appuient sur les neurosciences et les liens entre musique et cognition. C'est bien ça ? Tout à fait. On travaille depuis le début sur les liens entre développement cognitif de l'enfant avec la musique, avec vraiment l'objet de rassembler la science des équipes cliniques pour faire en sorte qu'on puisse accompagner l'enfant dans tout le parcours de développement. Et on y revient dans un instant. Marion, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque avant de rejoindre Content Square, vous aviez créé Adapt Mon Web, justement pour les publics, pour aider les publics dyslexiques. Tout à fait. Adapt Mon Web et Edodis, qui est une plateforme d'aide à la lecture pour les élèves dyslexiques. Le but était de permettre de créer un profil de lecture parmi plusieurs adaptations, afin d'adapter ensuite tout type de document numérique à son propre confort de lecture. Et c'est justement ce sujet qu'on va développer avec vous, puisque François, Mila Learn, c'est un serious game que vous êtes en train de développer. Des essais cliniques de phase 3 sont actuellement en cours avec la Pitié-Salpêtrière. On peut parler d'accessibilité géographique d'abord, puisque ce jeu, il est à distance. Tout à fait. C'est dans une démarche qui est en fait vraiment complémentaire à celle que fait Edodis ou Udis, des démarches qui sont vraiment très très chouettes. On a une démarche qui est un petit peu haute, qui est celle de passer par la musique pour accompagner l'enfant dans son parcours d'apprentissage. Et donc on mène effectivement aujourd'hui une étude qui est vraiment portée sur l'apprentissage du rythme dans toute la France, où on envoie donc des tablettes aux participants qui participent dans nos essais cliniques sur des durées de 2 à 4 mois. Le but, c'est vraiment d'accompagner ces enfants pendant qu'ils sont sur les listes d'attente d'orthophonistes ou entre deux rendez-vous, du coup proposés sur recommandation de professionnels. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de toucher toutes les zones en France, même les plus reculées ou les moins desservies par les professionnels de santé. Et je crois que l'enjeu aussi, c'est la continuité thérapeutique en complément d'une prise en charge traditionnelle. C'est-à-dire qu'un enfant dyslexique qui serait suivi par un orthophoniste peut aussi se former ou aussi, du coup, continuer à s'entraîner avec Mila Learn. C'est notre grand combat. Notre combat, c'est avant tout d'être un outil de plus dans la palette des professionnels de santé. On a aujourd'hui plein de professionnels qui sont orthophonistes, pédopsychiatres, neuropsychologues, ergothérapeutes, psychomotes. Ils font un travail extraordinaire. Et la question aujourd'hui, c'est d'essayer de les équiper déjà au mieux et d'équiper les patients avec des nouveaux outils. Donc vraiment la question de voir des outils qui soient proposables sur les listes d'attente pendant que l'enfant, du coup, attend une prise en charge potentielle ou entre deux rendez-vous pour faire en sorte qu'on passe de 1 à 2 sessions par semaine à avoir des petites sessions, entre guillemets, qui puissent compléter et intensifier la rééducation à la maison, directement en donnant les outils aux parents. Et je sais que les équipes de Mila sont en train de fournir un travail acharné, puisque le but, c'est d'être certifié très bientôt dispositif médical, car c'est bien ce dont on parle. Il y a vraiment une question de thérapie. Il y a une question de thérapie. Il y a une question de thérapie qu'on essaye de démontrer. À la base, il faut se souvenir que Mila, c'est la réunion entre deux projets. Un projet côté INSERM à Marseille, un côté école polytechnique, côté data science. Et on est une sorte de lab, si vous voulez, qui est devenu maintenant une start-up, mais vraiment où la recherche clinique reste le point fondamental. Donc aujourd'hui, avec les équipes du professeur Cohen à la Pitié-Salpêtrière, on mène une étude de phase 3, donc suivant les mêmes en fait recommandations, exigences de l'ANSM que pour du médicament classique, avec vraiment le double objectif de montrer une efficacité par rapport à un jeu placebo. Donc vraiment de montrer que ce n'est pas juste la motivation, mais que le principe actif de Mila Learn est vraiment utile. Et de montrer aussi qu'il y a une sécurité pour le patient, qu'on arrive à vraiment avoir un environnement très cadré dans lequel l'enfant va jouer une vingtaine de minutes
après c'est bloqué, pour vraiment avoir des petites sessions de rééducation musicale. C'est justement la question que j'allais vous poser, parce que la médiation de ces écrans pour justement accompagner ces enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage, est-ce que c'est vraiment indiqué? Je me fais un peu l'avocat du diable là. Mais vous avez bien raison. On commence déjà avec des enfants qui ont au moins 7 ans. Donc on vient se mettre dans les bonnes recommandations justement du CNSA et des professionnels pour être à un âge où c'est OK de pouvoir entraîner les enfants sur des tablettes. Le deuxième point, c'est une question de contrôle. Quand l'enfant va démarrer la tablette, il va pouvoir jouer à Mila sur une durée de 20 à 25 minutes. Et au bout de 20-25 minutes, le soleil commence à se coucher et c'est la fin de la journée, et donc le jeu se bloque. Et donc vous ne pouvez revenir, entre guillemets, que le lendemain. Et donc la question, c'est vraiment celui d'avoir un temps d'écran qui est adapté et de venir piquer derrière, c'est le troisième élément, piquer un peu de ce temps versus des jeux classiques, entre guillemets, qui ne portent pas grand-chose, pour faire en sorte que ça soit des espaces d'apprentissage et qu'on utilise le numérique comme un moyen vraiment intelligent en termes d'éducation et de médical. Marion, la question du temps d'écran, elle est un peu paradoxale finalement, parce que quand on est Content Square, quand on est justement cette licorne qui aide les retailers à grandir, notamment dans leur contenu vis-à-vis de leurs utilisatrices, utilisateurs, consommatrices et consommateurs, on se dit qu'il vaut mieux consommer plus d'écran. Mais quand on plaide pour l'accessibilité numérique, c'est peut-être un mieux d'écran en réalité dont il s'agit. Oui, et c'est de meilleurs écrans, des écrans accessibles. Effectivement, quand on passe en moyenne 6 jours devant un écran, je pense qu'il faut mieux le contrôler et avoir plutôt du qualitatif versus passer trop de temps devant des écrans qui sont effectivement nocifs. Après, effectivement, là, la cible est différente. On parle d'enfants. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le projet, c'est qu'il y a une vraie continuité pédagogique de l'école inclusive. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à faire le lien entre les pros de santé, l'école et les parents en gardant l'enfant au cœur de cet écosystème, finalement. Et avec ce projet, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est pris en compte. Ça me plaît beaucoup. L'autre question cruciale, François, là aussi, c'est l'accessibilité financière. Parce que comment est-ce que les familles qui accompagnent ces enfants dyslexiques notamment vont pouvoir supporter le coût de cet apprentissage, de cette continuité thérapeutique via Mila Learn? C'est une grande question et en fait qu'on se pose depuis le début, d'autant plus venant du milieu de la recherche et mettant énormément d'investissement dans le développement clinique, dans le développement d'un point de vue réglementaire aussi. La question aujourd'hui, elle est avant tout d'être reconnu comme un vrai dispositif médical et d'aller jusqu'au remboursement. C'est notre ambition qu'on affirme fortement de pouvoir vraiment rentrer dans les parcours de prise en charge, de démontrer une plus-value sur le parcours de soins pour l'enfant et d'être un dispositif qui obtienne un remboursement à terme. Un remboursement maintenant de qui? À terme, effectivement, c'est la collectivité, la sécurité sociale qui est potentiellement un très bon partenaire sur le sujet. Mais dès aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent. On peut mentionner notamment la MAE, la Mutuelle Assurance de l'Éducation, qui est un des leaders de l'assurance scolaire en France, avec qui on travaille depuis maintenant 1 an et qui, du coup, justement, accompagne les enfants dès l'école, en fait. Vraiment, cette question-là, aujourd'hui, on est en train de la développer de plus en plus. On va faire d'autres annonces dans l'année à venir avec d'autres mutuelles, d'autres partenaires qui sont sur le terrain et qui vont pouvoir aussi couvrir les coûts de cette solution pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous sans frein financier, que ce soit pour les professionnels de santé ou les parents. Et Marion, justement, c'est à qui finalement de supporter les frais de l'accessibilité numérique? C'est une très bonne question. Finalement, alors de mon point de vue, et en tout cas pour les sites web, c'est aux propriétaires des sites web. Il n'y a que eux qui peuvent finalement modifier tout ça. Après, sur des outils pour des élèves dyslexiques, je crois que le raisonnement est très intéressant de se dire qui porte ce coup. Je crois que les parents veulent accompagner au mieux leurs enfants, mais ça ne peut pas être encore une poche budget additionnelle. Et c'est pour ça que à la Fondation Content Square, tous les projets qu'on crée et toutes les technologies d'assistance que l'on développe, on veut les mettre à disposition de tous les étudiants en situation de handicap, que ce soit déficient visuel ou dyslexique, totalement gratuitement pour les accompagner dans leurs projets d'éducation ou culturelle. Ça veut dire que donc l'accessibilité numérique, si on se résume, c'est avant tout une question d'inclusion sociale. On touche au cœur de ce que devrait être un numérique éthique,
durable pour toutes et pour tous? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous égaux face à un écran et il faut vraiment sensibiliser, rappeler ces chiffres qui sont importants et de montrer aussi la difficulté au quotidien pour ces enfants dyslexiques, ces seniors qui ont du mal à naviguer en ligne. Je crois que voilà, il faut être plus inclusif et regarder aussi les autres. On est tous concernés. François, je vous retourne la question parce que vous êtes partie prenante de l'écosystème numérique, évidemment. Vous avez été salué par le magazine Forbes et ses prix 30 Under 30 il y a encore quelques semaines, quelques jours. Ce classement qui récompense les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de moins de 30 ans. Le numérique, il doit avant tout être éthique, durable pour toutes et pour tous, inclusif, responsable. Responsable, engagé. De manière générale, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat qui maintenant prend vraiment une nouvelle dimension, l'entrepreneuriat qui est engagé, qui est social. Il y a de plus en plus de projets qui naissent et c'est à mon sens vraiment quelque chose d'essentiel. On va, et c'est pas qu'une question de génération, vers de plus en plus de projets qui se posent ces questions-là d'éthique, de futur. Et c'est plutôt une très belle trajectoire, j'ai l'impression qu'on prend. Et donc vous mentionnez l'exemple justement de l'événement Forbes Under 30, où vous avez un certain nombre d'entrepreneurs, de plus en plus grand nombre de personnes justement qui se positionnent sur des projets qui avant tout portent des convictions sociales très fortes et souvent qui sont le résultat de parcours personnels. On le disait tout à l'heure, notamment avec Manuel Pereira en première partie de cette émission, plus on prépare tôt l'accessibilité, plus on l'imagine dès la conception de ces sites, de ces services numériques, de meilleure qualité elle peut être, et puis surtout plus simple c'est aussi pour les utilisatrices et les utilisateurs. Quand on pense à toutes les technologies qui sont en train de poindre le bout de leur nez, justement, comment est-ce qu'on peut les rendre accessibles, j'allais dire by design, ce qui est du très mauvais franglais, mais ce qui veut dire justement accessible dès le départ? Alors peut-être suivre les sensibilisations et les formations que la Fondation Content Square réalise gratuitement pour donner finalement les bonnes pratiques, notamment comment on regarde le contraste, est-ce que le background et le front se superposent bien, est-ce qu'on a bien un texte alternatif, des sous-titres pour chaque vidéo. Il y a plein de petites choses qui améliorent très rapidement l'accessibilité et donc nous on réalise beaucoup de sensibilisation autour de ça pour donner les bonnes pratiques sur l'accessibilité numérique. Jeanne, tu assistes à cette discussion depuis le début de l'émission et je sais qu'en matière d'art, là aussi, les musées, notamment les expositions, font beaucoup de progrès en matière d'accessibilité via le numérique pour les publics qui veulent justement, là aussi, pouvoir avoir accès à ces lieux de culture. Oui, bien sûr. Après, c'est un peu comme le numérique, c'est pas vraiment du tout encore assez, mais j'ai eu écho de projets, notamment il y a la petite galerie au musée du Louvre qui propose soit des descriptions audio aux spectateurs, soit aussi des œuvres en relief. Il y a une expo aussi au Prado où on pouvait par exemple avoir une Joconde en braille, où on peut toucher des œuvres qui sont en relief pour appréhender ce que c'est qu'un art visuel pour des gens qui sont en difficulté visuelle. Et on revient avec toi dans une seconde dans le monde de l'art et même celui de l'espace. Pour conclure cette discussion, François et Marion, est-ce que finalement l'accessibilité, ce n'est pas le mot de l'année? Parce que 2022, on le sait, ça va être une année numérique vraiment avant tout. Mais est-ce que ce serait par exemple une proposition que vous aimeriez avancer auprès des candidats et des candidates à l'Élysée, François? C'est effectivement un gros sujet et même au-delà en fait de l'accessibilité, c'est la prise en compte des spécificités, je dirais. On a aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont menés sur la manière dont on peut en fait prendre en compte des publics qui ont des besoins spécifiques. Donc en l'occurrence, on travaille beaucoup sur la question des besoins éducatifs spécifiques chez Mila, mais bien au-delà du coup même peut-être de l'accessibilité numérique, c'est vraiment la question de prendre en compte le parcours en fait de ces personnes, prendre en compte les besoins spécifiques et vraiment aller chercher le plus loin possible avec les associations de patients qui font un travail extraordinaire, qui sont sur le terrain, qui connaissent en fait vraiment tous ces sujets-là et les écouter avant tout feront des très très bonnes bases de discussion et de futurs supports de loi. J'ai envie de dire voter Mila, tiens François. Marion, justement, là aussi, si vous aviez une proposition à pousser auprès des candidats et des candidates, et puis surtout pour porter les valeurs et les couleurs de l'accessibilité numérique, ce seraient lesquelles? Peut-être mettre plus de personnes en situation de handicap au gouvernement. Ça serait déjà une belle première étape. Non, oui, effectivement, dédramatiser le handicap. Nous, on parle de super-héros, de super-pouvoirs, montrer qu'en fait, rien n'est impossible. Aujourd'hui, il y a des super technologies
comme Mila, et qu'en fait, voilà, il faut donner les pleins pouvoirs à ces enfants qui sont les dirigeants de demain. Et je pense que vraiment, cette notion de dédramatiser le handicap me tient très à cœur. François, merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Je vous laisse repartir parce que je sais que votre journée d'entrepreneur est extrêmement chargée. Puis on a envie justement que Mila Learn puisse être développée et mise sur le marché le plus tôt possible. Donc je vous laisse repartir voir vos investisseurs. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Marion, vous restez évidemment encore avec nous dans l'École du Futur parce que Jeanne, tu as toujours une idée derrière la tech, mais cette fois-ci, on continue avec toi à voyager dans l'espace. C'est tout de suite. Et c'est un triptyque finalement que cette chronique de Jeanne Dreyfus en ce moment, et notamment aujourd'hui, parce qu'on a voyagé avec toi au pays des designers de l'espace. Ça, c'était dans l'émission juste hier avec Frédéric Mazella notamment. Aujourd'hui, on va vers le New Space. Le New Space, c'est une catégorie très particulière en matière de nouveaux business models de l'espace. Mais c'est quoi exactement ? Eh bien, voilà, on rentre aujourd'hui, ça y est, dans le futur, mais qui n'a jamais été aussi présent. Donc oui, le New Space, qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie, en fait, expansionniste qui signe l'arrivée dans le domaine spatial des grands acteurs privés, notamment les GAFAM. Et alors justement, j'imagine qu'on va entrer dans le futur avec toi dès maintenant, on y entre de plein pied. Est-ce qu'il y a un bond entre les premiers pas dans l'espace et ce paysage aéronautique qui se découpe devant nous aujourd'hui ? Eh bien oui, tout à fait. Il y a un énorme bond qui s'est créé dans l'histoire de l'espace récente, c'est que maintenant la problématique a changé, il s'agit de rester plus longtemps dans l'espace, et donc l'Agence spatiale européenne a mobilisé différentes agences d'architecture justement pour envisager ces longs séjours sur la Lune. Dans l'appel à projet de l'ESA que tu cites justement, est-ce qu'il y a des projets qui se démarquent ? Eh bien, il y a un incroyable projet d'architecture dont je voulais vous parler, qui est le projet d'architecture lunaire de Norman Foster. Lui, c'est une starchitecte, comme on appelle ça dans le milieu. C'est un lauréat du prix Pritzker, le Nobel des architectes, l'auteur du viaduc de Millau, l'auteur du carré à Nîmes, entre mille autres choses. Et lui, il va avoir conçu ce projet lunaire, en fait. Le problème de l'architecture lunaire, c'est d'acheminer le matériel pour construire des différents bâtiments sur la Lune, puisque c'est lourd. Et donc, lui, il va aménager des robots d'une technologie d'impression 3D qui va se servir des matériaux sur la Lune pour élever une espèce de résine qui ensuite sera acheminée par des espèces de couches de sable lunaire qui s'appellent le régolithe, et ensuite créer ces espèces de huttes qui protègent les astronautes, vu que sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, ça va les protéger des aérolithes, enfin voilà, et aussi des différences de température qui sont absolument énormes sans atmosphère. Oui, mais alors qu'est-ce que cette idée de long terme va changer au design ? Eh bien, elle va tout changer, ou en tout cas beaucoup. Il y a toute une nouvelle génération d'architectes et de designers qui s'intéressent au design, et parmi eux, il y a Octave de Gaulle, qui n'est autre que l'arrière-petit-neveu du général, et qui, lui, a créé son agence de design spatial. Et il va avoir créé comme ça une table qui va permettre aux astronautes de camper leurs genoux afin de rester près de la table. Et dans l'idée aussi d'apporter une culture humaine dans l'espace, il va avoir créé cette magnifique bouteille de vin faite pour les astronautes, avec en fait une forme en ronde pour pouvoir l'attraper si jamais cette bouteille échappe à la main du buveur, et bouteille dont il s'est assuré que, quelle que soit la direction, le liquide tombe toujours vers le goulot, ce qui est important. Et à consommer avec modération, si je puis me permettre, même quand on est Thomas Pesquet, qu'on est dans l'espace. Et avec cette belle couleur verte qui rappelle évidemment nos bouteilles terriennes. Alors, est-ce que justement toutes ces découvertes-là et tous ces avancées du design restent pour les scientifiques, ou est-ce que nous aussi, on va pouvoir y avoir accès un jour ? Eh bien justement, l'arrivée des GAFAM et du New Space, c'est aussi la potentialité du tourisme spatial. Hein. C'est ça qui est vraiment, ce qui a commencé un tout petit peu et qui est vraiment à notre porte. Et donc, par exemple, Elon Musk a créé cette magnifique fusée qui s'appelle Starship, entre autres fusées. Et ce qui est assez intéressant, puisqu'on s'intéresse à la forme, c'est que lui, parce qu'il a besoin d'avoir des investisseurs, parce qu'il a besoin de parler au public, mais aussi parce que c'est un homme de commerce qui s'intéresse à la forme, il va en fait aller puiser dans
tout l'imaginaire de la conquête spatiale qui nous habite encore nous aujourd'hui. Il va aller voir dans les pulp magazines des années 50 aux States, par exemple, voilà, cette forme de musée qu'on voit dans Amazing Stories, qui est complètement à l'inspiration de son Starship. Et nous créer cette espèce de magnifique objet de l'espace. Une fois qu'on est monté à bord de ces navettes absolument incroyables, où est-ce qu'on séjourne dans l'espace, tiens ? Eh bien justement, alors il y a eu un projet récemment qui est de créer un hôtel de l'espace qui va être designé par Philippe Stark. C'est un magnifique hôtel qui est tout capitonné, qui s'adresse en fait quand même à un tourisme du grand luxe, parce que j'essaie de trouver le prix d'une nuit potentiel dans cet hôtel de l'ISS. C'est très compliqué. Tout le monde dit des choses différentes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'accorde à dire que ça tombe en millions pour le séjour. Donc bon, ça reste quand même assez cher. Et il a, comme ça, volontairement choisi une esthétique du fœtus parce qu'il se trouve comme ça, il veut réactiver tout cet imaginaire matriciel de l'espace, cette soupe primitive dans laquelle on serait confortablement installé. Mais alors, est-ce que tout ce New Space, évidemment, la course aussi des géants de la tech à pouvoir gagner l'espace, les espaces extrêmement cosy de ces hôtels du futur, est-ce que ça annonce la mort des grandes agences spatiales? Quid de la NASA, quid de l'ESA, l'Agence spatiale européenne? Eh bien, écoutez, je suis allée, pour répondre à cette question, je suis allée prendre contact en fait avec la NASA elle-même. Directement, comme directement, ça. Ok, on y va. D'appeler 3615 NASA et j'ai réussi à force d'opiniâtreté à joindre un homme formidable, Dan Good, qui est à la tête de la team créa de la NASA et qui répond à cette question pour nous. Vous savez, le rôle du gouvernement est de faire des choses que le monde commercial ne peut pas faire. Et une fois que le monde commercial le peut, nous passons à d'autres choses que le monde commercial ne peut pas faire. Ce que nous faisons, au JPL, j'aime utiliser cette expression, nous faisons ce qui est à la limite du possible. Et une fois que c'est une possibilité, une fois que c'est comme normal, nous ne voulons plus le faire, nous voulons faire la chose suivante qui est impossible. Et justement, pour l'instant, le tourisme spatial étant encore un petit peu impossible, étant à ses débuts, Dan Goods, avec son collègue David Delgado, a travaillé à une campagne assez extraordinaire dont il va nous parler ici. David Delgado est venu avec cette idée que dans les années 30, il y avait des affiches qui montraient des destinations de voyage comme Paris, Moscou ou l'Afrique. Et quand vous étiez en Amérique, cela vous semblait incroyablement lointain. Mais ils ont vraiment attiré le public américain à se dire « Wow, je me demande à quoi ressemblent ces endroits ». Et donc de la même manière, nous avons fait, avec ces planètes autour d'autres étoiles, cette série de posters appelée Vision du futur. Et cette série, qui est libre de droit sur Internet, est une merveille. Elle nous présente ces affiches de cités spatiales à découvrir et qui nous fait un petit peu penser, voyager, qui nous fait penser que si l'étoile Kepler 186 est accostée pour soleil, un soleil plus froid, un soleil plus rouge, alors il faudrait que la végétation serait elle-même rouge. Et il nous fait aussi penser sur Kepler 16b, planète à 2 soleils, que peut-être un jour notre ombre ne sera plus jamais seule. Jeanne, tu es notre soleil à tous et à toutes. Merci infiniment pour ce voyage triptyque de l'espace. Marion, un voyage dans l'espace, ça vous tente? Ah oui, ça me plairait. Le prix n'avait pas l'air très accessible en revanche. Mais bien moins cher quand même. Il y en a entre 200 et 600 000 $. Oh ben voilà, c'est accessible encore une fois. Voilà, c'est très bien. On retombe absolument toujours sur nos pieds ici dans l'école du futur. Merci Marion d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci infiniment Jeanne. Évidemment, on continuera à suivre tes enquête au pays de l'art. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme tous les jours sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et le handle School TV. On se retrouve dès demain ici en plateau. Restez connectés.